tous, donc aujourd'hui on va corriger le concours commun d'accès aux facultés de médecine, dentaire et pharmacie de l'année 2025. Ce n'était pas un concours facile, mais heureusement les étudiants qui ont suivi notre formation ont pu répondre tranquillement à toutes les questions et il y a carrément des étudiants qui ont réussi à répondre en 6 minutes au concours et qui ont eu largement le temps de travailler leurs maths, physique, chimie. D'ailleurs, a posteriori, ce sont des étudiants qui ont tous pu avoir leur concours et qui ont pu avoir la formation qu'ils souhaitaient. Pour plus d'informations concernant notre formation, je vous invite à consulter la description. Alors, première question à propos de la glycolyse. Elle produit l'acide pyruvique, l'acétylcoenzyme A et l'ATP. Bien sûr, c'est une proposition qui est fausse dans la mesure où il n'y a pas de production d'acétylcoenzyme A au cours de la glycolyse. Elle se déroule dans la mitochondrie et produit 36 ATP, c'est faux. La glycolyse se déroule au niveau de hyaloplasme et elle produit 2 ATP et non pas 36. Elle consomme 2 ATP et produit 4 ATP avec un gain énergétique net de 2 ATP, c'est la proposition correcte. Elle produit du dioxyde de carbone, de l'acide pyruvique et le NADH+, c'est faux. Aucune des affirmations ci-contre n'est correcte, c'est faux aussi. Donc par rapport à cette glycolyse, il faut savoir qu'elle commence par la formation de fructose 1,6-diphosphate à partir de glucose. C'est un processus qui consomme 2 ATP et par la suite, ce fructose 1,6-diphosphate se scinde en 2 glycéraldéhyde 3-phosphate qui chacun donne un pyruvate avec une production de 4 ATP au total, 2 ATP par transformation de glycéraldéhyde phosphate en pyruvate et donc au total ça correspond à un gain énergétique net de 2 ATP. Concernant la chaîne respiratoire se déroule dans l'espace intermembranaire, c'est faux, elle se déroule au niveau de la membrane interne mitochondriale. La chaîne respiratoire prélève des électrons sur le dioxygène, bien sûr c'est une proposition fausse, car le dioxygène est l'accepteur final des électrons. Par contre, la chaîne respiratoire prélève des électrons sur le NADH+ et le FADH2. L'énergie du flux des protons H+ permet la phosphorylation de l'ADP, c'est une proposition qui est correcte. Le transfert des électrons provenant d'un FADH2 aboutit à la production de 3 ATP, bien sûr c'est une proposition fausse, dans la mesure où l'oxydation d'un NADH+ donne 3 ATP et l'oxydation d'un FADH2 donne 2 ATP au niveau de la chaîne respiratoire lors de la phosphorylation oxydative. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte, bien sûr que c'est une proposition fausse. Au cours de la contraction musculaire, il y a fixation de la tropomyosine sur la myosine, ce qui déclenche la contraction musculaire, c'est une proposition fausse. Hydrolyse de l'ATP pour libérer les ions calcium dans le réticulum sarcoplasmique, bien sûr que c'est faux. Fixation de l'ATP sur la myosine pour permettre la liaison des têtes de myosine à l'actine, c'est une proposition fausse. Fixation des ions calcium sur la troponine pour entraîner la translocation de la tropomyosine, c'est une proposition qui est correcte. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte, bien sûr que c'est une proposition fausse. Alors si on récapitule un petit peu ce mécanisme de contraction musculaire, 2 points importants ont été abordés lors du QCM. Tout d'abord, la fixation d'ATP sur les têtes de myosine. Il faut savoir qu'elle provoque leur détachement des molécules d'actine, d'accord, et non pas la formation d'un pont actomyosine. Et puis aussi, par rapport aux ions calcium, les ions calcium libérés du réticulum sarcoplasmique se fixent sur la troponine qui est associée à l'actine, entraînant le glissement de la tropomyosine associée au filament d'actine. Et donc l'actine est accessible pour la formation de ponts d'union entre l'actine et la myosine. Le complexe indispensable à la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T cytotoxiques c'est bien évidemment le CMH de classe 1, dans la mesure où les lymphocytes T cytotoxiques qui sont dérivés des lymphocytes T8 reconnaissent les cellules cibles par leur CMH1, alors que les lymphocytes T4 reconnaissent plutôt le CMH2. Lors d'une blessure cutanée infectée par des bactéries, plusieurs mécanismes se déclenchent dans le cadre de la réponse immunitaire non spécifique. Un des mécanismes suivants n'appartient pas à cette réponse. Tout d'abord, la libération de d'histamine par les mastocytes provoquant une vasodilatation locale. C'est faux car ça fait partie de la réponse immunitaire non spécifique. La phagocytose des bactéries par les macrophages présents dans les tissus. Bien sûr que c'est une proposition fausse car elle a lieu pendant la réaction inflammatoire. La sécrétion de l'interleukine par les macrophages pour activer
activer les LT4 et les LT8, c'est la proposition correcte. À aucun moment on a de sécrétion d'interleukine pendant la réponse immunitaire innée. L'intervention rapide des polynucléaires neutrophiles au niveau du tissu lésé, c'est une proposition fausse. La E est fausse aussi et donc la proposition correcte est la C. En cas de thymectomie, à savoir une ablation du thymus, l'organisme ne peut plus produire. En réalité, il faut savoir que le thymus est l'organe où les lymphocytes T subissent une maturation et deviennent fonctionnels. Et si on enlève ce thymus, c'est-à-dire pendant une thymectomie, eh bien on ne peut plus fabriquer de lymphocytes T fonctionnels. Et ce sont eux qui dépendent du thymus pour devenir opérationnel. C'est-à-dire que si on n'a pas de thymus, on n'a pas de lymphocytes T matures et fonctionnels. Ce qui fait qu'on considère que l'organisme ne peut plus produire de lymphocytes T fonctionnels. Avant de continuer cette vidéo, je voulais rapidement vous parler du site prepsvt.com qui propose des vidéos de cours, des QCM de cours et des corrections d'anciens concours, le tout pour préparer et réussir vos concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à nous contacter pour plus d'informations. À propos de l'ARN polymérase chez des cellules humaines, elle permet de former un brin d'ADN à partir d'un brin d'ARN. C'est faux, c'est le contraire, elle permet de former un brin d'ARN à partir d'un brin d'ADN. Elle agit au niveau des ribosomes. C'est faux car les ribosomes agissent pendant la traduction. Elle se fixe uniquement sur le début de chaque chromosome. C'est faux. L'ARN polymérase se fixe au début du gène à transcrire. Elle produit un ARN messager à partir d'un brin d'ADN, c'est correct. La proposition E est donc fausse. Concernant la trisomie 21, syndrome de Down, elle est causée par une mutation dans le gène CFTR. C'est faux car la mutation du gène CFTR concerne la mucoviscidose. Elle résulte d'un manque du chromosome 21. C'est faux car elle résulte d'un chromosome 21 surnuméraire, c'est-à-dire un chromosome 21 en plus des deux autres que l'individu possède déjà. Elle se transmet selon un mode autosomique récessif, c'est faux, ça n'a rien à voir. Elle est due à une anomalie mitochondriale, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la mitochondrie. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte, c'est la proposition juste. Le karyotype standard permet de détecter les anomalies du nombre de chromosomes, c'est correct. De repérer des mutations ponctuelles dans l'ADN, c'est faux, car le karyotype standard permet de détecter des anomalies de nombre de chromosomes, mais aussi les anomalies de structure chromosomique de grande taille. D'analyser uniquement les protéines présentes dans les cellules fœtales, c'est une proposition fausse. La proposition E est fausse également. L'étude de la génétique humaine est difficile, notamment parce que on peut réaliser des croisements dirigés sur plusieurs générations, c'est faux. On ne fait pas de croisement dirigé en génétique humaine, ce qui justement la rend très difficile. L'homme possède seulement 2 chromosomes, c'est une proposition fausse. Car on a 46 chromosomes, à savoir 23 paires de chromosomes. La durée de la génération est courte et la fécondité limitée. C'est faux car la durée d'une génération est longue chez l'homme. Le nombre de gènes est plus faible que chez les plantes. C'est faux car les plantes ont moins de gènes que nous qui appartenons à l'espèce humaine. Et donc la proposition correcte est la E. Lorsqu'on observe dans un arbre généalogique que seuls les garçons sont malades, cela peut indiquer. Alors, à chaque fois qu'on nous montre un arbre généalogique qui ne contient que des garçons malades, on va penser à 2 choses. On va penser à une maladie récessive liée à X, ou sinon on va penser à une maladie liée à Y. Mais dans cette situation, on va voir à travers les QCM qu'on va plutôt penser à une maladie récessive liée à X. Donc on va éliminer la proposition A, on va éliminer la proposition B parce que dans tous les cas, ce sont des maladies liées à X ou à Y. Mais par rapport à la proposition C, une maladie que seuls les pères peuvent transmettre à leurs enfants, à ce moment c'est une proposition fausse car il se peut que ce soit une maladie liée à Y, il se peut que ce soit une maladie récessive liée à X, et si c'est une maladie récessive liée à X, c'est une maladie transmise par la mère à ses fils. Donc la proposition C, seuls les pères peuvent transmettre la maladie à leurs enfants, est fausse, dans la mesure où ça peut être une maladie transmise par un gène récessif situé sur le chromosome X, auquel cas, ça sera la mère qui transmettra l'allèle responsable de la maladie à ses enfants, et donc la proposition E est une proposition fausse. Une mutation génique peut modifier uniquement le nombre de chromosomes dans la cellule, c'est faux. Modifier la séquence des nucléotides de l'ADN, c'est une proposition correcte. Se produire uniquement dans les cellules reproductrices, c'est faux. Elle peut également atteindre les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules non reproductrices. Ne concerner que les caractères morphologiques, c'est faux. Elle peut concerner d'autres caractères non morphologiques.
Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte, c'est une proposition fausse. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un type de mutation ponctuelle? Donc on est en train de parler des mutations ponctuelles qui sont des mutations qui se font à l'échelle de la séquence nucléotidique. Donc on va commencer par la première proposition, l'inversion d'un segment chromosomique. C'est une proposition qui est fausse dans la mesure où on considère que l'inversion d'un segment chromosomique est une mutation chromosomique et non pas une mutation ponctuelle. Donc le principe est le détachement d'un fragment de chromosome qui subit une rotation et qui est réintégré au niveau du même chromosome et donc ça réalise une inversion. C'est une mutation chromosomique et non pas une mutation ponctuelle. La substitution d'un nucléotide par un autre, bien sûr que c'est juste. Le déplacement d'un chromosome entier n'est pas une mutation ponctuelle. La duplication d'un gène sur un chromosome est une mutation chromosomique. Et bien sûr, la E est une proposition fausse. Si on récapitule, une mutation ponctuelle est une modification de la séquence d'ADN qui affecte un ou quelques nucléotides. On en a 3. On a l'addition, la substitution et la délétion. C'est tout ce qu'il faut savoir par rapport aux mutations ponctuelles. La mucoviscidose est une maladie qui résulte des différentes mutations d'un gène du chromosome 7. C'est une proposition correcte dans la mesure où c'est une mutation du gène CFTR, comme on a dit tout à l'heure, situé sur le chromosome 7. Se transmet uniquement par les chromosomes sexuels, c'est une proposition fausse car c'est une maladie transmise par le chromosome 7. Et toujours présente dès la naissance, c'est faux car la mucoviscidose existe en plusieurs types, plusieurs variétés cliniques et ce sont des variétés qui ne s'expriment pas toujours dès la naissance. Se caractérise par un mucus trop fluide, c'est faux, le mucus est trop visqueux et non pas trop fluide, c'est le contraire. La proposition E est donc fausse. Si on fait un petit récapitulatif par rapport à cette mucoviscidose, puisque c'est une question récurrente qui a été posée lors des sujets de 2024 et de 2025, il faut savoir que c'est une maladie liée à une mutation au niveau du chromosome 7 qui concerne le gène CFTR, pendant laquelle les individus atteints de cette maladie ont un mucus épais qui obstrue les bronches à l'origine de problèmes et d'une obstruction respiratoire. Et ce mucus vient également perturber le fonctionnement du pancréas dans la mesure où ce mucus vient bloquer les sécrétions du pancréas à l'origine de problèmes digestifs. Donc c'est une maladie qui se manifeste notamment par des problèmes respiratoires à cause de l'obstruction des bronches par le mucus épais, mais aussi des problèmes digestifs grâce à l'obstruction des canaux pancréatiques par ce mucus épais.